Quelles sont les différences entre les maladies et les conséquences pour les personnes concernées? Donc, bien sûr, il y a des différences en fonction des maladies. Peut-être une première différence, c'est la visibilité ou pas de la maladie. Par exemple, est-ce que les symptômes sont visibles, mais plus fondamentalement, est-ce que c'est une maladie qui peut se vivre sans arrêt de travail? Vous voyez, le traitement du cancer ou le traitement du diabète n'est pas du tout du même genre. Euh, En général, pour un cancer, il y a un arrêt de travail, le plus souvent. Ensuite, il y a des différences suivant la lourdeur du traitement, avec ou sans effet secondaire. Il y a des différences aussi suivant que la maladie chronique est stabilisée ou évolutive. Donc en termes de pronostic, les choses sont différentes. Enfin, il faut tenir compte du fait que toutes les maladies ne se valent pas, entre guillemets. Il y a des maladies qui se portent mieux que d'autres. Si vous pouvez dire que vous avez un diabète, ça ne pose en général pas énormément de problèmes. Quand vous vous dites on vient de me diagnostiquer un cancer, là ça a un effet quand même très terrorisant. Le cancer est associé à la mort et bien souvent les personnes qui peuvent dire je suis actuellement traité pour un cancer voient leur environnement professionnel mais surtout personnel se réduire beaucoup. Les gens évitent un effet de terreur, parfois de la fuite. De la même manière, c'est très compliqué de dire je suis séropositif au VIH en milieu professionnel. C'est comme si vous disiez quelque chose de l'ordre d'une vie dissolue, déviante, du côté du sexe ou du côté de la drogue. Si vous dites que vous êtes alcoolique, en général, là aussi, euh, d'une certaine manière, on va considérer que vous êtes responsable de votre état. Personne ne vous a forcé à boire. Euh, les troubles de la santé mentale sont particulièrement mal tolérés en milieu professionnel. Donc, il y a des différences, bien sûr, qui tiennent au traitement, au pronostic, à la gravité, aux altérations fonctionnelles associées à chacune de ces pathologies. Mais il y a, et je voudrais insister là-dessus, il y a beaucoup de points communs. Quelles sont les conditions communes aux personnes dont la santé est fragilisée? Il y a beaucoup de points communs. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en milieu professionnel, la question n'est pas de rentrer euh, par la porte des pathologies, mais de rentrer par la porte de la condition commune faite aux personnes qui ont une santé fragilisée. Peu importe que ça soit un cancer, peu importe de quel type de cancer, peu importe. C'est cette condition commune qu'il nous faut améliorer. Cette condition commune, elle est faite de points communs. J'évoquais la fatigabilité, la fluctuation des capacités productives. Le point commun aussi, c'est que finalement, la santé fragilisée accentue fortement les inégalités socio-économiques. Pour pouvoir faire face à cette épreuve, euh, est-ce que vous avez une stabilité de l'emploi ou une précarité de l'emploi? Est-ce que vous disposez d'un capital social, culturel, relationnel? Est-ce que vous bénéficiez d'un soutien social suffisant? Quel est le degré de pénibilité de votre poste de travail, de vos activités de travail? Quel est votre niveau de revenu qui vous permettra d'accéder à des soins complémentaires, pas nécessairement remboursés par la sécurité sociale? Le point commun, c'est aussi la peur d'être mal jugé, de voir le regard des autres sur soi changer, ce qui conduit donc à dissimuler, ce qui se traduit par une intégrité amputée. Il n'y a qu'une part de soi qui peut être montrée. Les points communs, c'est aussi des conflits internes. Euh, Comment arbitrer entre le désir de dire pour construire avec les autres les conditions d'un maintien en emploi satisfaisant pour tous, ou préférer taire pour se préserver de la relégation, la placardisation, le licenciement. La condition de la vie avec une santé fragilisée, c'est aussi une conscientisation beaucoup plus grande parce que éprouvée dans le corps et dans la psyché de la vulnérabilité de la vie.
Ça s'accompagne bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, de l'émergence d'une série de questionnements existentiels, notamment sur le sens du travail. Quelle place donner au travail dans ma vie? Je ne veux plus perdre ma vie à la gagner. Quand on commence à penser qu'on est mortel, qu'on peut, du fait d'une santé trop gravement fragilisée, se voir écarté du monde du travail, on revoit autrement ses priorités dans la vie. Quelles sont les difficultés rencontrées par les managers de personnes atteintes de maladies? Quel est le rôle des managers? Alors, les managers sont dans une position essentielle, puisque le manager organise la répartition du travail, la distribution des tâches. Ce qui veut dire qu'il doit, quand il a connaissance de collaborateurs, collaboratrices qui ont des problèmes de santé, veiller à la fois à prendre en compte cette information, tout en veillant à l'équité, tout en veillant à ne pas se contenter surtout du report de la charge de travail sur les autres collaborateurs. Ce qui veut dire qu'il va être sans doute obligé de se demander comment améliorer la qualité de la vie au travail pour prévenir à la fois la désinsertion professionnelle de ceux qui sont identifiés comme ayant une santé fragilisée, mais pour prévenir pour tous l'usure, l'absentéisme, le turnover, etc. Je dirais qu'il a un rôle essentiel à jouer pour créer, favoriser les conditions de ce que j'appelle le travail de santé. Quelles sont les conditions d'un travail de santé? C'est que chacun dispose de marge de manœuvre suffisante pour construire des manières de faire qui soient adaptées aux ressources de chacun et construire de la coopération. La coopération, l'entraide, la solidarité, la transmission des savoirs et des savoir-faire, c'est des instruments essentiels à la préservation de la santé pour tous. Quand je parle de ce travail de santé, ce que je veux dire, c'est que la santé est le produit d'un travail de santé réalisé ensemble. Et la santé, c'est l'objet même du travail dans l'activité professionnelle. C'est une dimension du geste professionnel, en fait. Prenons l'exemple des savoir-faire de prudence. Dans des métiers à risque, les salariés, à travers leur expérience, construisent des savoir-faire de prudence, c'est-à-dire qu'ils anticipent le risque et ils cherchent à prévenir le risque. Le travail de santé consiste bien sûr à se soigner au sens classique du terme, au sens du cure, mais c'est aussi le prendre soin de soi, c'est-à-dire c'est le care. Arbitrer, construire des compromis, recourir à de l'inventivité, à de la créativité, trouver des nouvelles manières de faire. C'est aussi des autoprescriptions qui règlent le style de vie. Par exemple, veiller à ce que le travail n'envahisse pas la vie privée. C'est aussi réaménager ses rythmes de travail. On sait que, parce qu'on l'a expérimenté, on est plus en forme le matin, moins l'après-midi. Donc du coup, on va organiser son propre travail de telle manière qu'on s'adapte au rythme imposé par l'état de santé. Juste pour conclure, la santé, ce n'est pas une affaire privée, personnelle, qui ne concernerait que la vie extra-professionnelle. La santé ne passe pas par le fait de manger 5 fruits et légumes par jour, de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, de boire 3 litres d'eau, etc. La santé, et en particulier la santé au travail, passe par cette construction d'un travailler qui prenne soin de soi et des autres en milieu professionnel. Le manager doit installer les conditions de ce travail de santé.